Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre Bolduc du Chemin des Artisans, en fait, un des fondateurs du Chemin des Artisans. Bonjour, Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Écoute, tu me disais tantôt, là, on vient de se dire ça, là, que le Chemin des Artisans, dans le fond, tu as été un des instigateurs. Oui, bien c'est ça. J'avais été faire un tour à Montérégie fin des années 80, milieu des années 90. Oui. Puis j'étais revenu ici, j'avais été vu une tournée d'artistes là-bas. Quand je suis revenu ici, j'en ai parlé à quelques personnes, puis bon, ben ça semblait être intéressé à tout le monde. Fait qu'on s'est monté un comité, puis on a parti ça première année 98. Fait que j'ai été dans le comité du début les quelques premières années, mais j'ai pas trop de talent pour ça, puis manque beaucoup de temps. Fait que j'ai laissé les gens qui sont meilleurs que moi continuer le projet, puis on va fêter notre 20e l'an prochain. Ben oui, c'est ça, exactement, 20 ans de Chemin des Artisans. Ouais. C'est une belle aventure, ça. C'est un beau legs pour la région. Oui. C'est là, je pense que c'est l'affaire touristique majeure dans la région ici. Fait qu'on en est très fiers. Puis ça va bien, d'année en année. C'est sûr qu'on a des hauts et des bas, mais regardez, là, on est parti sur un high. Oui. Là, puis toi, tu es un artisan. Dans le fond, tu travailles le bois. Oui, je suis ébéniste sculpteur. OK. Donc, tu fais des meubles. Oui. Mais tu fais de la sculpture aussi. Majoritairement, les meubles, c'est des commandes sur mesure. Puis ceux-là qui veulent, je mets de la sculpture dedans. Puis aussi, dans mes sculptures, je peux la faire la même couleur que la pièce ou je fais de la surimpression de teinture. C'est un modus operandi que j'ai trouvé, j'ai essayé par essai-erreur pour avoir exactement ce que je recherchais. Puis heureusement, je l'ai trouvé. Fait que ça donne un petit plus à mes pièces. Exemple, une porte moustiquaire, le bas, je peux vous sculpter. La dernière que j'ai faite, j'ai sculpté un grand héron. Ah oui. Dessus, avec le plumage et tout. Fait que c'est vraiment des pièces uniques. Je suis très chanceux. C'est de la création, donc c'est une belle énergie. Fait que, puis je me déplace chez tous mes clients, qu'ils soient ici ou à l'extérieur. Je tiens à voir l'endroit où ma pièce va aller. OK. Prendre l'énergie de la maison, jaser avec les gens et puis tout ça, pour savoir où je m'en vais là-dedans. Ensuite, je m'en vais à l'atelier, je dessine un plan, un croquis, je le représente, ils me disent s'il y a des corrections à faire. Ouais. Quand les corrections sont faites, je retourne à l'atelier, là, je le dessine à l'échelle. Je détaille toutes mes pièces que ça prend pour fabriquer ce meuble-là. Là, quand c'est fait, quand j'ai le OK pour le croquis, là, je leur dis le montant. Oui. Du meuble. Oui, c'est des pièces uniques, là. C'est ça. Et je demande le tiers du montant avant de débuter. C'est ça. Fait qu'ensuite, là, c'est la table à dessin, sortir les pièces, trouver l'essence de bois qui ça les intéresse. Ouais. Ensuite, aller chercher le bois brut. Donc, ensuite, le vrai travail commence, malgré que je peux passer une journée et demie, rien que sa table à dessin. Fait que les gens se rendent, ils savent pas vraiment tout ce que ça peut impliquer, la fabrication d'un meuble. C'est énormément d'étapes, là. C'est ça, c'est beaucoup d'étapes. Ensuite, là, je descends en bas, je débite mon bois et parce que tu as 2 étages à ton atelier. Absolument, okay. C'est ça, j'ai 2 étages. Le deuxième, c'est la table à dessin, l'atelier à sculpter et le tour à bois. Et je m'en sers aussi pour monter les différentes petites pièces que je fais au travers de tout ça. Fait que, puis le bas, ben là, c'est la grosse machinerie, banti, carrière, planeur, puis tout ça, la table de montage, puis l'outillage, et tout. Fait que là, je débite mes pièces et toutes mes pièces sont numérotées. Donc, autant que possible, il n'y a jamais de clous ni de vis dans mes meubles. Wow! Le plus possible, c'est des vieilles techniques, tenon mortaise, chevillé carré, puis tout ça. Et le plus possible, je travaille avec les outils manuels. OK. Oui, pour 2 raisons. La première, t'as pas de son. Non, c'est sûr que... Et la deuxième, ça fait du train. Il n'y a pas de poussière. Ah!
Fait que, puis tu as le contact direct avec la matière. Je travaille beaucoup avec les bouvets puis tout ça. Exemple, j'ai fait pour le chemin des artisans, ça doit faire 7-8 ans. Je veux toujours avoir une pièce majeure. Mais c'est pas toujours présentes au chemin possible. des artisans? Oui, OK. c'est ça. Puis cette année-là, j'avais commencé à faire un coffre de cèdre à pointe de diamant. Mais les pointes de diamant sont faites au rabot. Tout est à la main. Fait que quand j'ai réussi un travail de moine, à faire, ça. J'adore ça. Oui. C'est juste le son du couteau qui tranche le bois, c'est... J'ai toujours ma petite musique en background, là, que je suis très chanceux, je travaille chez moi, puis je fais de quoi que j'aime. Puis t'écoutes quoi comme musique quand tu travailles le bois? Ça peut être du gros rock, un peu de country, du classique, surtout le soir. Quand je fais ma sculpture, c'est toujours le soir, en haut, ma petite lumière, puis tout ça. Puis, ben des fois, j'ai mon sofa-lit là. Ben des fois, j'arrête, je regarde. L'heure est rendue 3 heures du matin. Bon, ben on va se coucher. Je rouvre le sofa, puis je dors là. OK. Fait que, puis après, pour en revenir au coffre, quand le résultat a été à mon goût, je me suis adressé à une grosse armoire en pin. Qu'elle a 6 pieds de haut, 4 pieds de large, 28 pouces de profond. Tout au rabot. Toutes les pointes à diamant, toutes les caissons, tout ça. Les supports de tablettes à l'intérieur à crémaillère. C'est un autre procédé aussi, des anciennes techniques de aussi. travail de bois. Fait que quand je l'ai eu fini, je l'ai mis à l'atelier. J'ai dit, maudit torieux. Là, le chemin des artisans est passé. Il faut mettre un prix là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est pas donné. Hein? J'ai passé 1 mois et demi là-dessus. Là. Fait que, mais le deuxième chemin des artisans, je l'ai remis là, mais il n'y a plus avant. Ah bon? C'est à moi. Je la mets dans ma chambre et ceux-là qui en veulent une, il n'y a aucun problème. Je peux en faire une semblable. OK. Mais jamais la même affaire. Exemple, j'ai fait une porte moustiquaire pour un client il y a quelques années. Ouais. Il m'avait demandé un coq de couleur sculpté dans le bas. Puis ça, c'est des coques que tu peintures ou que tu utilises C'est de la surimpression de teinture aussi. Okay. La couleur n'est pas trop punchée. Je veux ça assez subtil, mais quand même, on peut voir. Qu'on voit une différence dans les teintes. L'année suivante, il me rappelle, il dit, Pierre, après ma maison, il dit, j'aimerais ça d'en avoir un autre à l'autre porte. J'ai dit, pas de problème. C'est quoi tu veux dessus? Il dit, le même coq. Non, non, ça se peut pas. Je l'ai faite, mais profil gauche, profil droit. Bon. Puis est-ce qu'il y a une essence de bois? As-tu une essence de bois préférée? Il y en a quelques-unes, oui. Ah, OK. Ouais, Pas une, hein? Non, il y en a quelques-unes. Okay. Le pain blanc, c'est bien le fun, mais celui-là qui a un petit plus, c'est le cerisier tardif. OK. Pourquoi? La texture de ce bois-là et l'odeur. Il sent le sucré des cerises. Ah oui! C'est capotin. Celui-là, là, puis c'est un bois qui a un lignage assez droit, mais plus qu'on va vers le centre ou vers l'extérieur, tout dépendant, on peut passer du rose assez puissant à venir au jaune presque blanc. Puis il y a des veinages un peu foncés là-dedans. Ça donne... j'ai tout fait. Le cerisier tardif. Et ça doit être une essence de bois pas très commune, hein? Il y en a dans la région. Il y en a pas mal. Là, peut-être qu'il puis même, j'ai déjà vu des gens qui chauffaient avec ça. Bien, voyons donc. C'est vrai. C'est un bois franc. C'est un bois fruitier. Donc, tous les bois fruitiers, incluant l'érable, le pommier, ça chauffe. Ça, c'est l'enfer. Ça a une valeur calorifique assez énorme. Mais le cerisier, là, j'en ai vu en forêt, là, gros comme ça. Ah, OK. Puis, ils tiennent leur longueur. C'est-à-dire qu'ils ne raccourcissent pas trop vite. Puis, c'est assez droit comme bois. Puis, celle que tu aimes le moins? Le chêne. Le chêne. Et pourquoi? C'est dur sur les doigts. C'est un bois à grains ouverts. Fait que quand on le travaille, même si on le passe au planeur, au correilleur, puis tout ça, si tu passes ta main, c'est sûr, nos mains glissent un peu toujours sur le bois, puis il rentre une écharpe. Puis c'est tout petit. Ah oui. C'est dur sur les doigts. C'est un super de beau bois. Il réagit autrement à la teinture, vu que c'est un grain qui est ouvert, donc il aspire beaucoup. Oui. Contrairement au cerisier, que lui, il ne faut pas que tu sabres trop doux parce que la teinture ne pénètre pas.
Mais toutes les pièces que j'ai faites en cerisier, je n'ai mis qu'un vernis dessus. C'est un bois qui ne mérite, il n'y a aucune teinture qui mérite d'être appliquée là-dessus, à mon avis, à moi. Fait que je le vernis, puis ça fait... puis je travaille surtout avec des vernis à l'huile, parce que c'est sûr qu'ils jaunissent, ils changent. Oui. Mais ma pièce vieillit. Ben oui. Je veux dire, c'est pas... Puis la raison aussi, on parlait d'outils manuels tantôt, pourquoi je travaille avec ça, c'est que ça paraît, on reconnaît la main de l'ébéniste qui travaille dessus, parce que des fois, il part une petite éclisse, mais c'est comme ça. Oui. C'est des outils manuels. C'est des outils d'époque, dans le fond. C'est ça. Puis comme je dis souvent, à l'époque, mettons, les gens me disent, le pin, c'est un bois, c'est un bois fragile. J'ai dit, fragile, comment se fait ça? Nos plus anciennes Forêt. Nos plus anciens meubles antiques du Québec sont en pin. Ah oui? Ben oui, c'est un bois qui marque facilement. Mais moi, je trouve que c'est un bois qui vieillit bien parce qu'il... Tu sais, c'est pas de la mélamine, c'est pas du stratifié, là. Ça veut dire que du bois, ça vit dans cette maison-là, donc... Vivant. Bon, c'est ça. Puis un bois, c'est toujours vivant. Comme tantôt, je disais aux gens, je t'en parlais avec toi, que le bois, c'est toujours vivant. Donc, quand je fais une pièce, je vais livrer, je dis aux gens, faites attention à votre degré d'humidité dans la maison. Ben oui, si c'est ça ça qu'on devient se parlait, trop là. sec, c'est ça. Ça fend. Là, il peut sortir des fissures. C'est ce qui t'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé sur ma table de cuisine. Que tu avais fait en cerisier, tu En me disais? cerisier. Puis elle a fendu parce que c'était Voilà. on chauffe au bois. C'est ça, ouais. Oui, fait que là, il va falloir que je fasse... Parce que je te parlais justement que j'avais un lit très ancien chez nous qui mériterait un peu d'amour, là. On va regarder ça. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à l'ébénisterie? Parce que tu me disais tout à l'heure que oui, tu gagnes ta vie avec l'ébénisterie, mais il y a quand même, t'as quand même l'été un autre travail. Je suis finisseur de béton, au plâtrier. Qu'est-ce qui t'a amené à l'ébénisterie? Parce que, écoute, Pierre, je ne sais pas si Luc va être capable de nous le montrer, mais on a... en tout cas, tu travailles le bois, tu y mets pas juste ton cœur, tu y mets des morceaux des morceaux de corps aussi. J'ai essayé d'y mettre un peu de moi, mais je pense que j'ai passé de rette un peu. Oui, puis tu me racontais ça là, l'autre fois quand tu es venu, tu commençais à travailler le bois quand c'est arrivé. L'atelier était tout neuf. OK. J'ai commencé en 96 parce que l'hiver, je ne peux pas travailler sur mon métier d'été. Bon, c'est ça. Donc, quand je fais quoi l'hiver, assis devant la TV, ça ne m'intéresse pas. J'ai marché toute la région chez nous. Je connais les bois par cœur, en raquette l'hiver, puis tout ça. Puis là, j'avais commencé à travailler un petit peu dans mon petit garage qui a 9 par 11 à peu près. Okay. Je l'avais tout isolé, puis tout ça, puis des petits outils qu'on achète dans une petite quincaillerie, puis tout ça. Puis je me suis mis à aimer ça. Fait que le terrain voisin de chez moi a été à vendre à un moment donné. Fait que j'ai décidé de l'acheter en 95. Ouais. Mais ça m'a pris quand même 3 ans à me décider de bâtir mon atelier, qui est 20 par 24, 2 étages. Et je finissais de refendre une moulure de fenêtre en bas. C'est arrivé le 19 novembre 1998. Et là, la main tenait par pas grand-chose. J'ai été me rentrer la main en dessous du banc de scie pour enlever le brin de scie. L'outillage était neuf, ça faisait une semaine. Ah. Fait que j'ai senti comme un petit choc électrique. Ben oui. Je me suis sorti le bras, puis la main était décrochée. Les deux os coupés, il n'y avait plus rien, je l'ai ramassé avec là. Et là, tu es chanceux aujourd'hui parce que tu peux quand même utiliser ta main. Exactement comme avant. Il manque juste deux petits bouts. Il manque 2 doigts. Ouais. Il manque 2 doigts. Elle est toujours engourdie, mais ça, faut faire avec. Puis tu me disais aussi que le travail du bois, pour toi, c'est vraiment une thérapie. Ah ben oui. Parce que, et là, ça va nous amener peut-être à parler d'un sujet un peu plus sensible, parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois, ça fait à peu près 1 mois. Mm-hmm. Et dans le cadre d'un projet qu'on va faire, un projet très sensible qu'on va faire ici à la télévision communautaire, parce que, disons que tu as des cicatrices qui viennent de ton enfance et tu me disais que le travail du bois, c'est une thérapie. Mm-hmm. Alors là, c'est un petit peu plus sensible comme sujet, mais c'est quelque chose que toi et un de tes amis, Roger Lessard, voulez mettre au grand jour. Mm-hmm. Donc, je peux peut-être te demander de me dire un petit peu ce qui est arrivé quand tu avais 7 ou 8 ans. J'avais 12 ans. Tu avais 12 ans.
J'étais servant de messe à Robertson, moi et mon frère. Et j'ai été abusé sexuellement par le curé de la paroisse, Jean-Marie Bégin, pendant des mois. J'ai aucune idée si mon frère l'a été, mais moi, ça a duré des mois. Ça a commencé en hiver, au presbytère. Il m'avait gardé à dormir là. Je ne rentrerai pas dans les détails, là. Ça va revenir à un moment donné. Imaginez le pire. Oui. Puis, tu me disais aussi que, dans le fond, là, tu as perdu ton innocence, tu as perdu toute la joie de vivre. Et à partir de ce moment-là, ta vie a été quand même assez chaotique. Il a cassé de quoi? Parce que c'est toutes les études le démontrent. Un enfant qui est agressé en bas âge, à l'enfance ou à préadolescence, parce que là, on parle de 1969, c'est pas 12 ans en 2017, là. C'est en 1969. Le curé, c'est l'autorité suprême dans le village. Puis je me souviens d'avoir entendu des gens, parce qu'ils venaient à patinoire, ils venaient patiner, puis tout ça, puis là, les gens disaient « Enfin, il y a un curé qui s'occupe de nos jeunes. » S'en occupait un petit peu trop. Fait que là, il m'amenait à son chalet l'été pour pouvoir assouvir ses bas instincts. Et t'es pas le seul. Non. Puis nous autres, moi, je pensais que j'étais tout seul. Mais oui, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas non plus. Puis tu m'avais expliqué aussi que ta mère, tu sais, je veux dire, à l'époque, on réagissait pas comme aujourd'hui. Quand ta mère, tu avais commencé à ébaucher un petit peu, elle avait dit « vas-y plus ». Vas-y plus. Puis c'est la seule chose qu'on pouvait faire à l'époque. Et je ne reproche rien à mes parents, à ma mère. Parce ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour l'époque. Voilà. Ils m'ont protégé, vas-y plus. Mais par la suite, Pierre, tu sais, c'est sûr que ça a changé ta vie, puis que, je veux dire, bon, ben c'est toute ton identité qui a été bouleversée, puis tout, puis c'est un petit peu ça aussi que, comme tu me disais, le travail du bois t'apaise beaucoup, là, tu sais, parce que c'est une thérapie. Mais on part de loin, là, on part d'un enfant, et là, ben c'est un petit peu ça qu'on va faire dans notre projet avec M. Lessard, c'est que ça s'est passé dans la région. Oui. Ça s'est passé auprès de plusieurs jeunes. Oui. C'est pas caché parce que ça fait quand même plusieurs années que tu le dis. Ça fait 8 ans que j'ai sorti ça. Et que tu veux réparation. Comme n'importe quelle victime à grandeur du Canada. Parce qu'ici, au Québec, on a une loi qui s'appelle le délai de prescription. C'est pas une prescription à la pharmacie, là. Mais non. C'est que moi, dans mon cas, j'avais 3 ans. J'ai 3 ans pour, après avoir pris conscience que ce qu'il m'avait fait, pour poursuivre au civil. Donc, tu avais 12 ans, tu avais jusqu'à 15 ans à pour partir de la majorité, je crois, là, c'est sous toute réserve, là. Mais aussi, je voudrais préciser une chose, le curé qui m'a agressé, il est décédé aujourd'hui. Il y en avait 7 qu'on a trouvés en 4 ans à Robertson. Ils l'ont déplacé, ils l'ont envoyé à Saint-Jean-Baptiste-Vianney. Il en a fait un autre là que je sais. Après ça, il a été envoyé à Duberger. À Duberger, il a été remplacé par Paul-Henri Lachance, celui-là qui a agressé Shirley Christensen. Ça a été médiatisé beaucoup, ça. Donc, on remplace un pédophile par un autre. Fait que, puis là, après ça, il a été envoyé à Beaupré, 1 an. Puis après ça, ils l'ont retiré du circuit pour l'envoyer au aumônier d'une congrégation religieuse à Lévis. Et en 98, il s'est pendu au chalet où ce qui nous amenait. Fait que c'est pour ça que là, ils nous disent « Ouais, mais faut prouver que ça a été fait, on peut difficilement le prouver, puis tout ça. » Pensez-vous qu'une personne rendue adulte peut inventer des atrocités? Vous avez lu le résumé de certaines victimes. Tu m'as envoyé le résumé de ton histoire. Puis, tu sais, c'est ce que je me demandais un petit peu. Pierre, à 21 ans, là, quand le délai de prescription finissait, il était en quel état, cet homme-là? Bien, c'est ça. Il était en quel état? Où est-ce que tu étais rendu dans ta vie à cette époque-là? Est-ce que tu avais un métier? Est-ce que tu avais une blonde? Est-ce que tu avais une vie stable? Je me suis marié à 21 ans. Très jeune. On a divorcé en 87 ou 8, je pense, quelque chose même.
J'ai eu d'autres expériences. J'ai été travailler à Sherbrooke. Encore là, ça a été l'enfer. J'étais... Puis je comprenais pas les comportements que j'avais. J'avais une extrême honte de mon corps. C'était maladif. Donc, comment voulez-vous avoir une vie sexuelle épanouie quand tu peux pas, quand tu te caches tout le temps? Fait que... Puis, les gens disent souvent, comment se fait ça qu'il l'a pas dit avant? Puis, regardez, ma psychologue m'a dit, elle dit, Pierre, tu pouvais pas, tu avais enfermé ça tellement loin, puis tu avais fermé ça à clé, même pas toi, tu pouvais pas aller fouiller là. Yeah. Puis ça prend un élément déclencheur pour que ça sorte. Ça m'a pris 43 ans. Et qu'est-ce qui a fait que Pierre a dit? Je travaillais chez mon chum Roger, faire les galeries à l'extérieur. C'était l'été, au mois de juillet, il faisait beau, puis tout ça. Fait qu'il vient, il sort dehors, puis il vient, on parlait de toutes sortes d'affaires, puis là, il venait de pogner à la télé, je pense, un peu, non, il y avait une des victimes, Jean-Yves Tardy, aujourd'hui il est à Toronto. Là, il me dit ça, il dit, il a été agressé par Jean-Marie Bégin, puis tout ça. Puis moi, j'ai pas réfléchi 2 secondes. J'ai dit, moi aussi, j'y ai passé. En le disant, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire là? Trop tard. Ouais. Fait que là, puis à l'époque, j'étais en relation avec une autre femme qui, j'ai eu des années de bonheur avec cette femme-là. Tout a pété. Tout a pété. Là, j'avais plus le goût, puis je me demandais qu'est-ce que j'avais, puis tout ça, puis je trouvais pas. Fait que ça l'a mis fin, même s'il y a d'autres dossiers là-dedans, d'autres événements qui sont survenus, mais c'est la grande cause, c'est là qu'elle est. Mais on fait... Là, c'est médiatisé. On a fait plusieurs émissions, puis j'avais jamais été en thérapie. Donc là, quand j'ai été passé à l'émission Denis Lévesque, oui. J'étais dans les studios de Québec. L'émission s'est terminée. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passerait là, puis tout ça. Puis il a fallu que je plonge, il a fallu que je dise... ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, avec beaucoup de détails. Quand je suis ressorti de là, en m'assisant dans l'auto, j'ai éclaté en sanglots. Je n'avais jamais versé une larme là-dessus. Fait que là, Roger puis mon autre copain, Michel, m'ont dit « Pierre, t'as plus le choix, il faut que tu y ailles, là, ça marche plus. » Faut foncer, faut... Ouais. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller consulter une psychologue. Puis encore là, deuxième séance, elle m'a dit « Bon, la semaine prochaine, on commence. » Puis la veille, j'ai pas dormi. Je savais où ce qu'elle m'amènerait, puis je voulais pas retourner là. Puis... Tu sais, c'est difficile parce que, tu sais, on a commencé à en parler ensemble, puis tu m'as envoyé ton témoignage. Je te disais avant l'émission que j'avais de la misère avec ça. On en entend beaucoup parler dans les médias depuis cet automne, hein, depuis M. Salvaille, depuis M. Roson. Puis, je veux dire, on entend parler de ces gens-là qui sont des personnes célèbres, mais les victimes, on n'en entend pas beaucoup parler. Et là, tu prends la parole au nom des victimes. Donc, ça va être vraiment quelque chose, un dossier qu'on va travailler ensemble. Puis, Pierre, tu sais, je veux dire, je ne sais pas d'où il vient le courage de parler de tout ça, mais quand on doit parler, puis quand on doit... Pierre, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que malgré tout ça, tu es capable... Tu sais, je te vois te réaliser dans ton art, je te vois tu me disais tout à l'heure que tu étais dans une belle relation, que tu étais heureux. Oui. Malgré tout ça, est-ce que tu es capable d'être heureux? Il faut, oui, c'est sûr que c'est comme tout le monde, j'ai mes hauts et mes bas. Mais ça l'a... comme je t'expliquais tout à l'heure, ma psy m'a montré, la dernière réunion qu'on a eue, tous les comportements que j'ai depuis que je suis adulte viennent directement de là. Il y a une chose dont je suis très fier, puis je ne sais pas comment ça, que ça peut-être qu'un orthophoniste ou peu importe qui là, me renseignerait là-dessus. Oups.
Moi, je suis un bègue. Oui, t'as bégayé toute ta Et vie. c'était atroce. Puis là, c'est sûr, des fois, j'hésite encore quand je suis très nerveux, puis tout ça, mais j'ai fait... puis j'en suis surpris moi-même comment se fait ça que je suis rendu là. Peut-être que j'ai fait du ménage, je ne sais pas, mais j'en suis très heureux. Mais pour le reste, oui, je fais un travail que j'aime. Puis c'est sûr, quand je me replonge dans ça, ce qu'on vient de parler là, mais... là, j'en ai des fois, au début, j'en avais pour une semaine à m'en remettre. Là, je mangeais plus, je dormais plus, les cauchemars, puis tout ça. Même encore aujourd'hui, là, je m'attends à ce qu'il y ait des rebondissements en cours un peu, mais je le sais que ça va arriver, puis je le sais que c'est là, mais... Puis pour répondre, moi, je demande juste la justice au même titre que n'importe quelle victime au Canada qui ont été agressées, qui demandent réparation. Et la réparation fait partie de la guérison. Puis si les gens pensent que c'est de l'argent que je veux, j'ai une question pour eux autres. Vous avez des enfants, toi, tu as des enfants. Bon. Mettons, tu as un petit bonhomme de 12 ans. Moi, je te dis, moi, je pars pour l'Europe 6 mois. Je pars avec ton fils. Je vais te le ramener. Mais on ne sait pas dans quel état. C'est ça. Combien ça vaut? Combien de charges? On arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit oui, après c'est sûr qu'on va fêtes. se revoir. Oui, après les fêtes. Mesdames et messieurs, c'est pas fini. On va se revoir. Pierre et Roger vont faire un beau projet avec nous. Ça sera à suivre au cours de l'hiver 2018. Merci beaucoup. La vie n'est pas finie. Non, non. Merci beaucoup, Karine. Merci.